Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à Place aux experts. Aujourd'hui, je reçois Lynne Chartier. Donc, bonjour Lynne. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci vous. Oui, ça va bien, merci. Donc, aujourd'hui, on vient parler de la fraude et la prévention de la fraude. Donc, en compagnie de Lynne Chartier de la police de Laval. Elle est vraiment experte à ce niveau-là. Donc, elle va pouvoir vous aider et répondre à des questions de la communauté. Donc, tout d'abord, quels sont les types de fraudes qui existent? Faut pas rentrer dans la paranoïa parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je peux vous en dire quelques-unes là. Il y a la fraude le vol de fraude à l'identité. Okay. Il y a la fraude reliée à l'emploi, reliée à la crypto-monnaie, à la contrefaçon, reliée à la technologie, informatique. Par texto, par courriel, en tout cas, c'est vraiment... Il y a un bel éventail. Oui, c'est vraiment beaucoup, mais il y en a quelques-unes que j'aimerais peut-être plus approfondir pour vous les aînés. Donc, ça serait l'arnaque pour la fraude du paiement urgent, okay. L'arnaque amoureuse qui est vraiment très, très triste pour les personnes qui sont plongées dans ça. Et il y a aussi l'arnaque par fraude par carte de paiement. OK. Fait que ça serait un petit peu les trois volets qu'on toucherait aujourd'hui. Là. Mm-hmm. Parfait. Puis dans le fond, ça, c'est vraiment ceux qui sont ressortis le plus dans les appels que vous avez eus auprès des personnes âgées, dans le fond. Ben pas nécessairement juste pour les personnes âgées, mais mettons 50 ans et plus. Ouais. Parce que l'arnaque amoureuse, les victimes là, sont plus jeunes. Là. OK. Ouais. Ben ça commence par plus jeune, à partir de 50 ans, c'est ça. À partir de 50 ans. Oui, exact. Puis c'est quelque chose qu'on voit qui est de plus en plus, on pourrait dire, comme populaire comme type d'arnaque? Oui, je dirais que oui, avec la fraude du paiement urgent et l'arnaque du petit-fils là qu'on connaît depuis quelques années. Ouais. Ça continue, mais d'une forme différente. Puis par quelle fraude t'aimerais commencer aujourd'hui? On peut commencer par la fraude du paiement urgent. Oui. Donc, il s'agit d'une fraude que le fraudeur sollicite par téléphone, communique aussi la victime par courriel ou par message texte. Okay. Et là, le fraudeur se personnifie comme étant un agent du gouvernement. De l'Agence du revenu, par exemple, ou du Québec, un agent, un employé d'une institution financière, un employé d'un siège social quelconque. Et là, il veut avoir de l'argent immédiatement, c'est urgent. Il demande aussi pour vos informations personnelles, vos informations bancaires. Puis c'est tout le temps de façon urgente, puis pour faire paniquer les gens, pour faire ressortir un sentiment d'urgence, un sentiment de peur, puis il y a aussi une pression là-dedans. Là. Il y a de la menace. Souvent, ça arrive que les gens ils se font menacer de se faire donner des amendes, des poursuites judiciaires, des arrestations. Là, ils demandent l'argent pour payer les impôts, par exemple, par carte de cadeau. OK. C'est spécial, mais les gens embarquent là-dedans. OK. Et non, c'est quand c'est quelqu'un qui initie le contact, qui communique avec vous puis qui demande de l'argent de cette façon-là, de façon urgente puis immédiate, c'est de la fraude, c'est sûr, parce que nous, les professionnels, on est encadré par un code de discipline. Ouais. On est encadré par un code d'éthique. D'éthique, oui, c'est ça, exact. Donc, on n'agit pas comme ça. De toute façon, quand le gouvernement ou peu importe l'institution demande de l'argent de payer, par exemple, vos dettes, ben ils procèdent pas de cette façon-là. La plupart du temps, c'est souvent par écrit. Oui, par écrit, par lettre. Ou par exemple le Revenu Canada, on a un portail, on s'ouvre un compte, puis ceux qui veulent plus recevoir de courrier, ben ils vont dans leur portail, puis ils communiquent directement comme ça, de cette façon-là. Donc c'est à peu près ça. Puis il y a aussi une variante à cette fraude-là, c'est la variante l'arnaque des grands-parents, l'arnaque du petit-fils.
Ça, elle est plus connue, mais ça progresse encore, ça continue. C'est par vague, par exemple. On fait la prévention générale, mais c'est plus nécessairement, ça se passe plus nécessairement dans les résidences, dans les RPA. Que là, ils faisaient le tour des adresses, puis il y avait ils pognaient des victimes de cette façon-là. Puis là, les victimes sont plus dans leur maison résidentielle, là, dans leur domicile familial. Ils sont plus capables d'aller ils vont maintenant même les chercher à leur maison. À leur maison. Ouais, directement. Alors, puis, fait que comment ça se passe, c'est que le petit-fils appelle. C'est une fraude téléphonique. Le petit-fils appelle ou un membre de la famille et là, il est en détresse. Soit qu'il y a un accident d'auto, soit qu'il est arrêté, il va avoir de l'argent pour une caution. Fait que là, c'est urgent. Alors là, la victime, elle panique, elle a peur. C'est toujours un sentiment d'impuissance, puis il joue avec les sentiments, là. Donc, ils veulent pas nécessairement, dans les types de discours, ils peuvent avoir comme parle pas à maman, ou vu que c'est le petit-fils, des choses comme garder ça secret, ça c'est un parle-toi puis moi mamie, ou des choses comme ça. Dis-les pas à maman, dis-les pas à papa, ça c'est sûr. Et encore pire, pas encore pire, pour rendre le scénario encore plus crédible, qu'est-ce qu'ils font, c'est que ils disent quand tu vas aller à la caisse, dis au commis, faut que tu mentes au commis. Alors, dis pas que c'est pour... dis-leur que c'est de l'argent pour la rénovation que tu retires. Fait qu'ils font mentir au commis. Fait que le commis, lui, il peut pas rien faire. Non, c'est ça. Alors, puis il y a aussi une directive, il y a un complice là-dedans. Là. Il y a un complice qui prend le téléphone, il se personnifie comme étant un avocat, un policier. Et là, il dit... va à la caisse, ment au commis, dit que c'est pour la rénovation. Arrivé à la maison, tu mets l'argent dans une enveloppe. Ça aussi, c'est nouveau. Tu mets ça dans une enveloppe, puis l'enveloppe dans une revue, dans un journal ou dans un sac. Il y a un employé qui va aller, une personne qui va aller chercher l'argent à la maison. Mais là, par exemple, cet employé-là, c'est un employé d'une compagnie courrier, mais ils sont pas complices, eux autres. Ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant du tout de qu'est-ce qu'ils prennent, puis qu'est-ce qu'il y a dans le colis, là. C'est vraiment, même, dans le fond, les seules personnes qui sont au courant, c'est les deux personnes au téléphone. Mais après, toutes les intermédiaires, eux, sont comme dans la roue, mais indirectement. Oui, exact. Oui. Fait que ça, c'est une petite variante de la faute de l'arnaque des grands-parents ou du petit-fils. Alors, les conseils de sécurité, les conseils de prévention, c'est aussitôt qu'il y a un sentiment d'urgence, de panique, de peur, puis qu'il faut payer immédiatement, c'est sûr que faut résister à l'envie de agir rapidement. OK. Faut rester calme, mais ça, je le sais que c'est pas facile, tu sais. Ouais. Tout simplement, là, raccrocher puis appeler un ami de confiance ou tout simplement appeler le 911. Si vous êtes en désarroi puis vous savez pas quoi faire, appelez le 911. On n'est pas juste là pour donner des tickets puis faire des rapports de police, puis on est là pour assurer les gens aussi, là. Ouais. Alors, s'ils appellent le 911 puis il dit, il vient de m'arriver ça, peut-être le 911 va lui dire que il va envoyer un policier pour l'informer puis la rassurer. Puis, est-ce que dans les autres options de peut-être rappeler justement son petit-fils, si c'est lui qui l'a appelé, peut-être de recomposer le même, pas le même numéro, mais le numéro de son petit-fils qu'elle a dans son carnet. Exactement. Essayer de confirmer peut-être. Oui, puis une autre affaire que vous me faites penser, c'est de vérifier l'identité de la personne. Si vous êtes en confiance, puis vous êtes capable de confronter la personne qui est au bout du fil, peut-être lui demander t'es mon petit-fils, puis lui poser une question personnelle que le petit-fils peut savoir ou le membre de la famille peut savoir.
comme une couleur préférée. Qu'est-ce qu'on a mangé dimanche? Qu'est-ce qu'on a mangé dimanche ensemble? C'est super, là. Tu sais, faut demander une petite question. Mais encore là, quand on est paniqué, c'est difficile de réfléchir puis de voir au premier qu'est-ce qu'on peut faire. Mais comme vous dites, idéalement, si vous êtes insécure, si vous voyez que c'est de l'urgence, on raccroche. Oui, raccroche. Puis là, c'est sûr qu'ils vont rappeler, là. C'est pas grave si vous raccrochez au nez, là, une personne là, qui vous demande de l'argent de façon urgente, là. C'est tout de suite non, là. Ben, souvent, des appels qu'on a, même frauduleux, le gouvernement, souvent, ils vont même appeler, mais en anglais. Nous, si votre langue principale, je pense que c'est le français, si le gouvernement avait à vous appeler, il l'aurait fait en français. Oui. J'ai reçu un message texte en fin de semaine. J'espérais d'avoir un message texte pour vous le montrer. Interact Alert, Service Canada, là je dois de l'argent, puis le montant il est vraiment, il est pas rond là, c'est un 399,19 $. Ça fait du sens là, tu sais. Oui, puis ça fait du sens, puis c'est pour mes T4. Fait que faites le C, fait que là, il demande de répondre à la question. Non, c'est... Le gouvernement ferait pas ça. Non. Il passe pas par là. Non, pas du tout. Pas du tout. Fait que comment qu'on peut la détecter dans autant les trois types de fraude, qu'est-ce qui nous amène à plus les détecter, mis à part la peur ou l'urgence OK. Dans les messages textes, par exemple, on voit le numéro de téléphone, on le connaît pas. Il y a un petit plus 1, ça veut dire que c'est un interurbain. Déjà là, c'est un bon signe. Après ça, le code régional, vous le connaissez pas. C'est un autre signe. En anglais, il y a des fautes d'orthographe, il y a des fautes de grammaire. C'est écrit de façon spéciale. Alors, on vous demande de répondre au message texte. Là, c'est la mode, hein, les dentistes, quand on va à un rendez-vous là, pour nos autos, là, ils nous envoient un message texte pour confirmer notre rendez-vous, puis de répondre. Mais c'est correct, parce que c'est vous qui avez initié le contact au départ. C'est vous qui voulez avoir un rendez-vous. Fait que c'est normal que eux, ils nous envoient une confirmation. Maintenant, ça se fait aussi par message texte. Là. Et aussi, quand on reçoit un message texte, faut pas cliquer sur le lien. Faut même pas l'ouvrir. Si vous connaissez pas, là, vous connaissez pas la provenance du message. Perdez pas de l'énergie puis du temps, là, supprimez tout de suite le si message. La personne n'a jamais vraiment fait de virement Interact ou de e-Interact, qu'on appelle ça aussi, ben, si ça vous a pas donné votre numéro pour que quelqu'un vous envoie de l'argent, ben, théoriquement, appuyez pas sur le bouton. Alors, fait que c'est ça. Puis après ça, pour les courriels. Les courriels, c'est un petit peu plus difficile, là. Sur le site Internet, par exemple. Si vous êtes sur un site Internet, il faut voir le HTTPS. Le S, ça veut dire sécurisé. Fait que c'est un site sécurisé. Ou s'il n'y a pas le S, il y a un petit cadenas. Vous allez voir le HTTPS, il y a un petit icône, le petit cadenas, ça c'est sécuritaire. Fait que vous pouvez aller sur ce site-là, par exemple, si vous voulez aller sur le site de votre banque ou de votre institution financière. Fait que si quand ils vont sur leur site de l'institution par un courriel puis qu'ils voient qu'il n'y a pas le S ou le cadenas, ça veut dire que le lien peut être frauduleux puis que c'est pas nécessairement la vraie institution financière. Oui, exactement. Fait que c'est toujours plus sécuritaire quand c'est sur un site sécurisé. Aussi les fautes d'orthographe, encore une fois, les fautes de grammaire, quand c'est pas personnifié, la personne qui vous envoie un courriel connaît votre prénom, puis connaît votre nom. Si il vous appelle par le nom de famille de votre conjoint, par exemple, ça fonctionne pas. Ou une autre personne, là, chère madame si votre courriel contient pas votre prénom, votre nom de famille, mais qu'ils prennent un des mots dans votre courriel. Oui, exact. Ça peut être louche. Oui, ça peut être louche, ça aussi. Oui, ça vous arrive aussi, hein? On en reçoit.
Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je regarde, je clique sur l'adresse qui va ouvrir. Puis si, souvent, l'adresse est même bizarre, tu sais, ça marqué Service Canada, mais tu cliques dessus, puis finalement, c'est des chiffres en commercial, quelque chose d'autre qui a pas de sens. C'est ça. C'est quand c'est long, là, c'est douteux un peu, là. En effet. Ouais. Après, puis, au niveau du courriel, qu'est-ce qu'on peut faire, ou est-ce que il y a des dénonciations qu'on peut faire par rapport à ça pour aider justement quand ça arrive, ou même pour les bloquer pour éviter qu'on en ait d'autres? Oui, on peut toujours bloquer les appels, on peut toujours bloquer les courriels, les messages textes. Après ça, toutes les tentatives de fraude, comme on parle là, depuis quelques minutes, faut aviser. Puis quand vous faites frauder aussi, il faut aviser le Centre antifraude du Canada. OK. C'est eux autres, tu sais, ça, c'est relié un peu à la GRC là, donc c'est vraiment eux qui gèrent tout ça. Oui, oui. On va vous mettre le lien justement en bas, comme ça vous allez pouvoir l'avoir sous la main advenant qu'il vous arrive une fraude puis que vous aimeriez le signaler. Oui. Puis sinon, vous allez aussi le trouver sur le site internet du Salon des aînés de Laval. Oui. Donc, vous pouvez appeler 91 aussi, là. Oui, vous pouvez appeler 91, oui. Puis eux aussi vont pouvoir vous aider là-dessus. Faut obtenir de l'aide. Puis vous orienter là, sur quelle personne qui peut vous aider quand que ça arrive. Est-ce qu'il y a une enquête qui se fait? Comment ça procède? Justement, une personne vit ça, quelles sont les procédures qu'elle va vivre si elle décide de vous appeler? De nous appeler les forces de police? C'est exemple, je sais pas, la madame, elle est victime d'une fraude des grands-parents, justement, puis elle décide de vous appeler. Est-ce qu'il y a une démarche supplémentaire? Est-ce qu'il y a des étapes qui vont suivre ça? C'est sûr que faut téléphoner le 911. Ça paraît vraiment, ah non, je veux pas les déranger. Ça, j'entends ça souvent. Ben non, je dérangerai pas le 911 pour ça. Mais à Laval, comment ça fonctionne? C'est pour avoir de l'assistance policière. Peu importe si c'est urgent ou pas, c'est le 911. Puis c'est le 911 qui va gérer la priorité d'appel. C'est comme ça fonctionne. Fait que si c'est urgent, il va envoyer un duo, par exemple, une personne en détresse pour la santé ou est paniquée. C'est sûr qu'on va avoir deux personnes, deux policiers. Si c'est pas urgent, puis la personne peut pas se déplacer, à ce moment-là, on va envoyer un solo. Un solo, c'est un policier qui travaille seul et qui répond à aucun événement urgent. Okay. Puis si la personne peut se déplacer ou là, on a une équipe de prise de rapport au quartier général. Donc, si le rapport peut se faire par téléphone, mais pour les fraudes, non. Mais la personne peut se déplacer, par exemple, pour une déclaration, c'est la déclaration, puis remplir le rapport de police. Si la personne, justement, veut se déplacer pour signaler qu'elle a été victime de fraude ou peu importe, elle peut aller autant dans son poste. Exemple, elle est à Laval-Ouest, elle peut aller sur Arthur Sauvé. C'est mieux d'appeler le 911. C'est mieux d'appeler parce que c'est eux autres qui vont vraiment évaluer l'appel, évaluer avec la personne si elle est apte à se déplacer. OK. Fait qu'ils vont évaluer si l'appel va aller à l'équipe de prise de rapport ou si ça va être un solo qui va venir à domicile. Oui, exactement. OK. Fait dans le fond, dans n'importe quel cas, c'est d'appeler directement le 911 que eux vont orienter la personne vers le service adéquat. Oui. Puis il y a un numéro général aussi pour avoir de l'information. Okay. Alors, c'est le 450-662-4242. Parfait. Ben, il va être affiché au bas de l'écran, ça aussi. Oui. Donc, n'hésitez pas, là, si vous avez besoin d'informations, à les contacter. On retourne un peu plus au niveau de la vulnérabilité, au niveau de la fraude. Quel type d'aîné est plus vulnérable à subir de la fraude? Les femmes. Okay. Les femmes, parce que démographiquement, les femmes vieillissent plus longtemps que les hommes. Mais là, ils sont en train de nous rattraper, là. Ouais, hein? Fait que pour l'instant, c'est plus les femmes qui sont touchées. Aussi peut-être parce qu'on est plus émotionnel, on est plus, tu sais, les enfants, les petits-enfants, ça vient nous chercher plus. À cœur, ça vient nous chercher.
les fraudeurs sont peut-être plus capables de nous manipuler là à ce niveau-là, parce que justement on est plus émotionnel. Il y a les aînés qui ont de l'argent à la banque, tout simplement. Tu sais, plus que 3 000, 5 000, 10 000 là, ou 20 000, tu sais, et plus là. Ceux qui ont des petits enfants, naturellement, logiquement. C'est à peu près... puis les personnes seules aussi, les personnes seules, veufs, séparées. Justement, les fraudeurs, là, comment ils font pour récolter ces informations-là qui font en sorte qu'ils peuvent savoir que la personne est bien nantie ou qu'elle a justement peut-être de l'argent pour payer... Il y a des compagnies qui se sont faites frauder. Ils ont volé l'identité de leur clientèle. Donc ça c'est une des façons. Puis il y a des techniciens informatiques, pas des techniciens informatiques, mais il y en a qui se sont spécialisés dans le hacking, qu'ils appellent, dans le piratage. Donc, on se fait espionner nos cellulaires, nos appareils électroniques, nos tablettes, nos ordis. Donc, on se fait espionner, puis... c'est le même qui récolte l'information. Ouais, là, je peux pas vous dire comment, par exemple. On est passé à hacking sur l'informatique. Je suis pas spécialiste d'informatique. Mais souvent, justement, j'ai du monde dans mon entourage qui sont... en informatique, puis il disait souvent, si la personne te demande tes coordonnées dans un courriel, t'es donnes pas parce qu'un courriel, c'est comme une carte postale. Tout le monde peut finir par l'ouvrir parce que justement, c'est envoyé dans un nuage. Donc, si vraiment que ton ordi était hacké, ben il peut voir toute l'ampleur de tous tes courriels. Fait qu'il pourrait lire toutes tes coordonnées. Ouais. Fait que faut se souvenir qu'un courriel, c'est comme une carte postale. Ouais. Le facteur peut le lire, ça veut dire que le hacker peut le lire. Ouais. Faut faire attention. Tout est public au niveau maintenant des appareils électroniques. Là. Ouais. Même si on essaie de se sécuriser le plus possible, on n'est jamais vraiment à l'abri de ces personnes qui ont du talent. Ouais, ils ont beaucoup de talent. C'est vrai. Donc, tantôt, on se disait justement qu'est-ce que la personne doit faire si elle a été fraudée. Donc, l'étape principale, c'est vraiment de vous appeler, puis c'est vous qui allez dire, à quel niveau elle va être orientée pour déposer la plainte puis le rapport, dans le fond. Puis, est-ce qu'il existe des organismes qui vous aident à travers tout ça quand l'aîné est victime de fraude? Oui. Entre autres, il y a Dira Laval. Je veux pas faire de publicité, mais c'est un organisme que j'aime beaucoup parce qu'ils ont des intervenants. Ils ont des intervenants qui aident les victimes, qui les aident pour accompagner pendant la fraude là, ou c'est ça, s'ils sont victimes, jusqu'à temps qu'ils soient à la cour, s'ils veulent dénoncer, s'ils veulent porter plainte. Puis même ils peuvent faire le 911 à leur place là. Fait que ils font Dira Laval c'est aider pour dénoncer, I informer, R référer et A accompagner. Donc ils font beaucoup de bon travail. Ils connaissent beaucoup le secteur des institutions financières. Ils ont des contacts un peu partout. Ils ont des contacts aussi avec Curatelle publique. Donc, ils font vraiment... un accompagnement global au niveau de la protection du citoyen. Oui, puis pas juste de la victime en tant que telle. Ils peuvent aider le voisin. Le voisin qui est témoin de maltraitance. L'organisme, il aide la famille. Il aide un proche. Il aide un ami. Il peut être dans différentes sphères de la personne, là, que ce soit... toujours pour aider dans le but de la victime, là, la personne. Parfait, ça. Qui accompagne toute la famille et tous leurs proches. Fait que ça vous arrive de travailler en étroite collaboration justement avec eux pour justement avoir un support peut-être plus externe au niveau de l'intervenant, rassurer l'aîné, l'aider dans tout le processus que ça peut prendre de... Oui, puis ça arrive aussi qu'ils fassent des démarches avec l'institution financière directement, qu'ils fassent toujours avec l'accord de l'aîné, là, le consentement. Le consentement. Et ils peuvent même appeler aussi l'enquêteur au dossier. OK. Pour voir où s'est rendu le dossier et tout.
Et est-ce que il y a un endroit où que les personnes justement peuvent trouver toute cette information-là par rapport à la fraude aux divers organismes et même tout le volet prévention? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a tous les sites de toutes les institutions financières et bancaires. Okay. Ils ont toute une petite capsule sur leur site internet sur la prévention de la fraude. Okay. Il y a le Centre antifraude du Canada, ils ont leur site qui est intéressant. Sur le site du gouvernement du Québec et du Canada aussi, ils ont un volet prévention de la fraude. Il y a sur le site du service de police de Laval, le volet police volet police fraude. OK. Oui. On a, c'est le livret fraude en 3D qui s'appelle. On peut le télécharger pour avoir toute la documentation à l'intérieur. C'est une mine d'or, là, ce livret-là. C'est initié par la Banque du Canada. OK. Et en collaboration avec plusieurs services de police, dont Laval, Longueuil, Montréal, la SQ, la GRC, puis le Centre antifraude. Fait qu'ils travaillent tous en collaboration, puis ils écrivent les arnaques de l'heure actuelles, les tendances, comment les fraudeurs ils font, puis où est-ce qu'ils vont chercher leur information, comment ils procèdent, quoi faire, c'est quoi les conseils de prévention pour chaque type de fraude. Puis idéalement, je pense qu'au niveau de la meilleure prévention, c'est de s'informer le plus possible. Ben, c'est s'informer, puis c'est de suivre c'est de changer nos habitudes, puis ouais. De nous faire tu sais, des réflexes ou changer nos comportements, nos habitudes. De pas être trop routinier. Dans le fond, quand on fait, exemple, on va à la banque, ben de pas nécessairement être dans la routine, c'est ça que vous voulez dire, là? Changer nos réflexes? Ben non, c'est changer nos habitudes, par exemple, pour protéger nos informations personnelles. OK. Quand on va magasiner ou quand on sort de la maison, ben les hommes, c'est mieux que le portefeuille soit dans la poche en avant. C'est plus sécuritaire que dans la poche en arrière parce qu'il y en a qui ont des mains très agiles, hein, qui vont aller prendre le portefeuille sans que la personne s'en rende compte. Ou mesdames, les sacoches, les fameuses sacoches, c'est en bandoulière. Puis la sacoche en avant, le zip fermé. Quand je vais à l'épicerie là ou dans d'autres commerces où est-ce qu'il y a des paniers, ben les femmes, ils mettent toutes leurs sacoches, peu importe l'âge, là, ils mettent toutes leurs sacoches dans le panier, zip ouvert ou fermé. Là, on se retourne, puis là, ils prennent des articles là, qu'ils veulent. Ah, je me vois tellement. Mais c'est parce que ça prend 2 secondes à aller chercher le portefeuille, là. Mais ils font une distraction. Fait que là, la personne, la victime potentielle va se retourner. Puis, parce que là, le fraudeur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va distraire aussi là-dedans, là. Ouais. Il va faire tomber un article, puis là, la personne va se retourner, puis il gagne du temps pour aller chercher qu'est-ce qu'il veut. Barrer les portes de vos autos, barrer les portes de votre appartement quand vous sortez, ou de votre maison. Il y en a là des petits conseils comme ça, mais c'est des conseils anodins. Ouais. Dès qu'on vous appelle puis un sentiment d'urgence, c'est fini là. Arrêtez ça là, raccrochez, battez-vous pas là. Quelqu'un qui vous appelle puis qui vous demande de l'argent, ben c'est non. Sauf que si vous voulez, par exemple, bon, il y en a des victimes qui vivent la maltraitance financière. Ben là, il y a des moyens aussi, là, on appelle DIRA. La ligne à but aîné aussi. La ligne à but aîné. Fait que la maltraitance financière, pour nous, c'est de la fraude. Parce que c'est un membre de la famille, un proche, ça peut être leur enfant, le voisin qui... Mais quand on donne l'argent, faut que ça vienne de nous, faut que ça vienne de notre cœur, faut que ça soit... faut qu'on le donne de façon volontaire, puis ça vienne de nous. Faut pas que ça soit dans le sentiment d'urgence de se dire que ça va peut-être l'aider, puis mais que c'est pas un cadeau dans le fond. Oui.
Donc, faut faire attention, là. Se faire soutirer de l'argent sans son consentement, c'est de la fraude. Que ce soit dans la famille ou un inconnu, le voisin, la voisine. Faut demander de l'aide, là. Faut pas rester tout seul avec ça, là. Surtout quand c'est récurrent ou même quand vous avez dit non puis qu'il revient à la charge ou ces choses-là, c'est de pas hésiter à faire appel à comme vous dites, à DIRA ou la ligne abus qui sont très ferrées à ce niveau-là aussi. Oui. Puis la ligne d'abus aînés va diriger selon le problème ou à l'organisme qu'il faut. Puis en plus dans leur secteur, ça va être à proximité. Oui, exactement. C'est encore mieux aussi, encore une fois, le 911 qui va pouvoir justement les accompagner. Oui. Et ça peut se passer de quelques façons. Par exemple, la personne voyage, puis elle rencontre un type là, et ils veulent se revoir après. Ça, c'est une façon. Il y a une deuxième façon sur les sites de rencontres. Okay. La personne est seule, puis il veut avoir l'amitié de la compagnie. Puis une autre façon, c'est qu'on reçoit un courriel de demande d'amitié ou Facebook, là, puis on connaît pas la personne. D'habitude, c'est plus un inconnu ou qu'on connaît, mais très peu. Alors là, suite au fil des jours, puis des semaines et des mois, il y a un sentiment de confiance qui s'établit. Après ça, la personne elle tombe amoureuse. Okay. La victime potentielle elle tombe amoureuse. Et là, les déboires commencent, là. Le fraudeur, on va l'appeler comme ça. Le fraudeur, là, il vit là une peine là parce qu'il peut pas, il a pas d'argent pour acheter un billet d'avion pour aller la voir. Okay. Là, elle paye le billet. Là, il arrive plein de péripéties là. La personne peut pas venir parce que son enfant il est malade. Puis là, la victime paye des frais médicaux. Là, son enfant, à un moment donné, au fil des mois, des années, même ça peut durer très longtemps, son enfant décède. Là, il a besoin de l'argent pour les frais funéraires. Ça peut aller loin, là. Ça peut aller loin. Puis c'est surtout, j'ai pas d'argent, peux-tu me dépanner, j'ai perdu mon emploi, là j'aimerais ça aller vivre avec toi, mais je peux pas. Tu sais, c'est tout le temps comme ça, mais c'est parce que la personne, tu l'as jamais vue, tu la connais pas ou tu la connais très très peu. Tu sais pas d'où qu'elle vient, tu sais pas où est-ce qu'elle demeure. Puis le visage qu'elle montre, l'image qu'elle montre, c'est peut-être même pas elle, là. Dans le fond, c'est à travers les messages qui se sont envoyés, ils s'envoient peut-être des photos, il y a peut-être trois, quatre mêmes photos tout le temps. Puis là, c'est le même qui crée le lien de confiance avec la personne, puis mais ils se sont jamais rencontrés. Oui. Puis qu'est-ce que je trouve dommage, c'est que la plupart des victimes sont dans le déni. Sont tellement en amour, puis ils aident une personne, mais ils perdent des centaines de milliers de dollars, là. Ça peut aller jusqu'à 700 000 et plus. C'est triste. Puis les personnes, dans le fond, quand ils s'introduisent par le biais, justement, de soit Facebook ou tout autre type de site de rencontre, dans le fond, c'est par ces échanges-là qu'ils demandent de l'argent, puis ils vont demander comment ça va être des virements bancaires, ça va être c'est quel type de... Oui, d'habitude, c'est des virements bancaires. OK. Oui. Puis des fois par chèque, ils envoient un chèque. Oui, ça peut se faire par chèque. OK. Ouais. Puis quand cette personne-là est victime de justement d'arnaque amoureuse comme ça, est-ce que c'est sûr, tu sais, faut mettre fin à tout envoi monétaire possible. Faut mettre fin à toute communication, là. C'est sûr qu'il y a une peine d'amour qui va suivre après, mais donner de l'argent à un inconnu que vous avez que vous côtoyez pas, que vous habitez pas avec la personne, que vous savez pas où est-ce qu'elle demeure, que vous avez jamais été chez eux parce que là ils vont inventer aussi des excuses pour pas aller le voir. Donc fait que c'est ça, c'est
Fait qu'idéalement, quand que vous l'avez pas rencontré, on n'essaie pas d'aider Oui. financièrement quelqu'un qui Ben oui. Gardez l'argent pour vous, tu sais. ouais, L'argent pour vous gâter, pour gâter vos proches. gâter vos proches. Tu sais, si vous avez si vous êtes bien nanti, vous avez de l'argent, puis vous voulez en donner, mais donnez-leur à quelqu'un qui va bien l'utiliser. C'est surtout, je pense, dans ce type d'arnaque-là, c'est d'avoir des rencontres en personne. Oui. C'est ce qui ramène aussi le côté plus humain que Oui. derrière un écran, ben la personne peut être vraiment n'importe qui. Oui, exactement. Puis ça m'amène aussi au niveau de toutes les préventions par rapport on a parlé des 3 types d'arnaques les plus populaires auprès des 50 ans et plus, mais quel autre conseil de prévention on pourrait leur donner aujourd'hui? Oui. Tu sais, quand c'est trop beau pour être vrai, là. Ouais. Faites attention, on peut pas gagner à une loterie si on n'a pas participé. Ça va de soi. Ça va de soi. Ou on veut acheter un article ou un animal par Kijiji ou par les réseaux sociaux, mais là, ou les sites internet. Là. Ouais. Ben quand c'est trop beau pour être vrai, par exemple un animal, un chat de Bengale qui vaut très cher. Puis là, il est opéré, il est vacciné, puis il vend 20-30 $, c'est trop beau. Normal. Non, c'est ça, c'est pas normal. Fait que faut s'informer aussi à votre entourage les prix de qu'est-ce que vous voulez acheter. Après ça, trop beau pour être vrai, gagner de l'argent trop facile. Quand c'est trop facile, puis encore là, faut demander, ils vont vous faire des transactions pour de l'argent. Ça aussi, faut faire attention à ça. Puis, par exemple, si vous recevez un téléphone de Microsoft, un technicien qui veut réparer votre ordi qui est brisé, mais par exemple, si c'est vrai qu'il est brisé, ben ils vont vous demander vos informations personnelles, mot de passe pour rentrer dans l'ordi pour le réparer. Mais si c'est pas vous qui avez appelé Microsoft ou une autre compagnie pour réparer votre ordi, c'est pas vrai, c'est de la fraude. Parce que dans le fond, Microsoft ils font pas de la prévention de réparation d'ordinateurs. C'est toi qui dois les appeler de toute façon. Ils vont pas deviner à distance que ton ordinateur est pas fonctionnel. C'est ça. D'emblée, toute personne qui vous appelle, qui communique avec vous de quelque façon que ce soit, puis qui demande vos informations personnelles et bancaires, puis de l'argent ou de faire des démarches, puis des actions, c'est non. Tu sais, si, je vais vous donner un exemple. Si c'est vous qui appelez à l'agence de voyage. Ouais. Bon, vous réglez, vous bookez un voyage, puis ils vous demandent vos informations bancaires, comme la compagnie de crédit, la compagnie de carte de crédit, et ils vous demandent votre numéro de passeport pour le numéro de passeport sur votre carte, ils demandent le numéro de carte, puis le petit 3 chiffres à l'arrière là, qui est super important. Ben c'est correct, parce que c'est vous qui avez appelé pour avoir booké un voyage. Vous savez, vous avez appelé au numéro qui était de l'entreprise, puis vous êtes en contact avec la personne de l'entreprise. Mais inversement, si c'est elle qui me rappelle, puis que le voyage a déjà été booké, puis qu'elle a perdu les infos, c'est peut-être un peu louche. Ouais, c'est ça. Là, faut faire des démarches pour vraiment savoir si c'est la bonne personne qui appelle et tout là. Parfait. Puis aussi, quand on signale une fraude, on a parlé que faut appeler le 911. Ouais. Faut le signaler aussi, tentative et fraude au centre antifraude. Puis si vous subissez un vol d'identité, ça c'est des informations personnelles ou bancaires que vous faites voler. Là, il y a d'autres démarches à faire aussi. Il faut signaler à l'institution financière, à votre institution financière. Il faut signaler aussi aux compagnies de crédit, d'évaluation de crédit, soit Equifax et TransUnion. Et le mentionner aussi, faire des démarches à Revenu Québec et Revenu Canada. Ça, c'est super important de les aviser comme de quoi votre vol d'identité été fraudé, volé.
Mis à part par le vol de justement d'informations des grandes entreprises, comment que la personne peut avoir eu nos informations? Est-ce que, tu sais, j'ai souvent entendu dire notre numéro d'assurance sociale, c'est super important. En quoi qu'il faut le protéger? Oui. Le numéro d'assurance sociale, je suis convaincue que 99% des gens le connaissent par cœur. Okay. Donc, cette carte-là, mettez-la dans un lieu sûr à la maison. Elle n'a pas d'affaire dans votre portefeuille parce que c'est votre vie, là. Ils peuvent tout faire avec le numéro d'assurance sociale. Tout. Tout? Oui. Donc, évitez... C'est comme notre numéro... c'est comme notre... c'est votre identité. Totale. Oui, totale. Il y a une autre carte que j'aimerais que vous gardez à la maison dans un lieu sûr, c'est la carte d'hôpital. Tout le monde me dit « Ah, ben non, s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe? » Ben à l'hôpital, ils vont vous en faire un autre. Il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Puis qu'est-ce qu'il y a comme information qui est très, très privilégiée sur une carte d'hôpital? Il y a le nom de jeune fille de notre mère. Ça aussi, c'est une information que les fraudeurs aimeraient avoir. Ce qu'il n'y a pas sur la carte d'assurance maladie. Oui. Ça, c'est vraiment... Ça fait du sens. Donc, les cartes d'hôpital à la maison, carte d'assurance sociale à la maison en lieu sûr. Oui, parce que dans le fond, aussitôt qu'il y a un numéro d'assurance sociale et qui est capable de donner le nom de jeune fille de votre mère, c'est tout le temps les 2 premières questions dans n'importe quelle banque ou n'importe quelle institution qui vont nous demander pour nous ouvrir quoi que ce soit, un compte ou avoir accès à à nos informations personnelles. Oui. On garde ça en note, on garde tout ça à la maison. Je vais aller retirer la mienne de mon auto. Mais souvent, on a tendance à l'oublier parce qu'on se dit que ça doit être moins banal qu'une carte d'assurance maladie. Tu sais, je me dis, là, maintenant, ils mettent en plus le nom du conjoint. OK. J'en ai une qui met le nom du conjoint. Ça finit plus d'informations que là-dessus, l'adresse, c'est ça, votre date de naissance, bon. Finalement, c'est notre pedigree complet pour être victime de fraude si on la laisse traîner. Mais dans le portefeuille, c'est mieux dans la maison. Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres informations avant qu'on termine que tu aimerais mentionner à notre clientèle pour justement tout ce qui est prévention? Avec tous ces types d'arnaques, comment que la personne peut savoir qu'elle a été fraudée? D'accord. Il y a plusieurs moyens. Comme par exemple, pendant quelques semaines, même un mois dépassé, vous recevez plus de courrier. Soyez alerte, allez voir vos états de compte, faites des téléphones si vous savez pas, par exemple, l'état de compte de votre carte de crédit. Fait que ça, c'est important parce qu'il y a des vols de courrier. Puis dans les vols de courrier, ils ont vos informations personnelles. Surtout, qu'est-ce qui se passe parfois, c'est que vous commandez une carte de crédit et suite à ça, vous faites voler votre carte. Puis là, il va l'ouvrir à votre nom, parce que c'est à votre nom. Fait qu'il va l'ouvrir, il va avoir vos informations personnelles, puis il va l'utiliser pour vous. Okay. Il va l'activer. Il va l'activer, exactement. Je cherchais le terme. Il va l'activer puis il va l'utiliser. Okay. C'est pour ça qu'il faut vraiment vérifier notre courrier régulièrement. Il faut vérifier nos états de compte régulièrement pour savoir s'il y a des transactions qui sont que vous avez pas fait. Okay. Donc, des transactions que vous avez pas fait, c'est sûr que vous êtes fait frauder. Aussi, si le bureau de sécurité vous appelle, à ce moment-là, puis il vous dit, avez-vous utilisé votre carte dernièrement? Où vous l'avez utilisé? Le montant que vous avez dépensé? L'endroit que vous avez été? Ça, c'est des questions que vous pouvez répondre parce que c'est le bureau de la sécurité. Ils vont pas vous demander vos informations personnelles, le numéro de carte de crédit, parce qu'ils ont déjà ces informations-là. Ouais. Fait qu'ils vont juste valider, voir est-ce que c'est vous qui avez fait ces transactions-là? Sinon, si vous les avez pas fait, à quelque part, votre carte de crédit vous a été clonée. Okay. Ils ont fait un clone de la carte. Ça m'est déjà arrivé, puis...
Je me suis fait Ouais. d'une anecdote que on était en Vaudreuil, puis à Écart, on a fait une transaction. À Ennemi, on était en Ontario, on en faisait une autre. Oui, exactement. Moi, Ouais. comme je me suis rendue en jet privé, j'étais pas au Oui, courant. ouais. Tu sais. J'en ai pas profité. Ouais. Moi, j'avais acheté 3000 de bijoux au Saguenay, puis un autre 5000 en peu de temps, en 30 minutes après, à Montréal. Là, ouais. Ça se voyage bien. Ça se Pas de trafic, bien, ouais. pas de construction cette journée-là. Mais étant donné que les cartes de crédit, quand on les utilise, on a une assurance. Ouais. Les compagnies de crédit remboursent. Tandis que quand on utilise la carte de débit, là, on est vraiment responsable à 100% de cette carte-là. Si faut pas mettre le numéro de NIP collé en arrière ou quelque part dans votre agenda, dans votre sacoche, parce que si vous faites voler votre sacoche, ben à ce moment-là, il va être capable de l'utiliser parce qu'il y a le NIP. Puis même faire des achats en ligne avec le mot de passe, les NIP, ils peuvent faire des achats en ligne avec vos cartes de crédit. Okay. Donc, c'est important de protéger nos informations personnelles. De ne pas les donner. De ne pas les donner à personne. Mais super, Lynn, je suis très contente d'avoir fait cette entrevue avec toi. J'espère que vous en avez appris davantage sur la fraude et les différents types qui existent. Et surtout, restez des nôtres pour le prochain épisode de Place aux experts. Et d'ici là, on va pouvoir justement contacter le poste de police si advenant vous avez besoin d'aide ou vous êtes victime de fraude. Donc, merci encore une fois. Merci. À bientôt.